Evelyne de la Chenelière, Martin Réon, Jean Barge, Gérald Larose, Paul Baillargeon, Lorraine Patal. Vox, la télé qui vous rassemble autour de nous. Bonsoir, je m'appelle Evelyne de la Chenelière. La jungle urbaine, de son allure d'herbe folle, ligote ma bouche et empêche mes cris solitaires. Si on pouvait entendre mes cris, ils seraient sans doute déchirants et les gens seraient émus. Peut-être que mes cris seraient mélodieux comme un air d'opéra et que les gens seraient en extase. Peut-être que mes cris rappelleraient ceux des bernaches et qu'alors, dès après mon passage, on guetterait mon retour en regardant le ciel. Peut-être que mes cris seraient obscènes, comme des sortes d'exultations lubriques et qu'ils mettraient les gens mal à l'aise. Peut-être que mes cris seraient d'une puissance insoutenable et qu'on me dirait « Mais arrête, arrête de crier, tu nous fais mal aux oreilles avec tes cris ». Mais peut-être que mes cris seraient simplement ridicules, sans éclat et pleins de grumeaux, des avortons de cris et qu'on se moquerait d'eux en les pointant du doigt. Je ne sais pas la nature de mes cris, puisque je ne crie pas. Je suis incapable de crier seule. Je suis incapable de crier personnellement. J'ai besoin de nous pour crier ensemble. Mais, trop souvent, nous m'intimide et me semble hostile et malveillant. Contrairement aux apparences, nous est un pronom qui n'a rien d'inclusif en ce qui me concerne. Souvent, je vois en nous un organisme informe et redoutable qui m'expulse violemment, comme si j'étais un poison, un corps étranger. D'autres fois, c'est moi qui veux m'extraire de ce nous dévorant pour ne pas disparaître, pour ne pas m'y fondre, car si nous avons tendance à célébrer l'individu, c'est pour mieux l'uniformiser. Or, moi, je suis différente. Nous sommes des loups pour l'homme, alors que moi, je suis un chien, brave et loyal. Je n'ai aucune cruauté. Nous sommes mesquins et ambitieux, alors que moi, je suis secourable et dévoué. Je suis sans méchanceté. Nous sommes une foule sentimentale, légère, futile, alors que moi, je suis profonde, grave, tragique. Décidément, je détonne, je contraste, je me distingue. Vous comprendrez qu'il m'est très difficile de vivre parmi nous. Pourtant, je suis obligée d'admettre que j'ai besoin de nous pour crier ensemble. Tant que nos gosiers seront les gorges d'un fleuve assoiffé, nous crierons à boire, à boire, à boire. À boire, pourrons-nous entendre comme un chant de gorge ancestral, à boire, car nous avons soif, soif de flots de lumière, d'immensité humide, de poésie mouillée, soif d'amitié profonde et de baisers furieux, soif de sève ambrée et de neige bleue, soif d'enfants terribles qui nous regardent, qui plongent leurs yeux dans nos trous de mémoire jusqu'à la grande noirceur, jusqu'au caravelle, jusqu'au sang versé des Indiens. Soif de bains de foule fraternelle, soif de larmes de joie, soif de sacré, de débordement, de monumental. Soif de la fois où tu m'as regardé, ton front collé au mien, tellement que je sentais ta vie battre jusque dans mon crâne quand tu m'as ordonné d'être libre. Soif de perles incontrôlables, d'œuvres révolutionnaires, de désirs ardents. Soif de forêts touffues, de fenêtres claires et de rivières sauvages. Nos forêts sont pelées, nos fenêtres sont opaques, nos rivières sont harnachées. C'est la grande désolation des hommes et des lieux. Alors nous nous indignons. Nous ne savons pas très bien comment faire. Les Arabes nous font envie avec leur printemps, car nous aussi, nous voulons faire la révolution. Nous aussi, nous voulons plus de justice, plus de liberté, plus de partage. Nous connaissons tous une veuve ou un orphelin qui mérite d'être passionnément sauvé. Nous avons tous un ami rejeté par un système impitoyable où seuls les puissants ont droit à l'indulgence. Nous croisons tous des silhouettes chancelantes parce que vidées de leur courage,
de leurs rêves, de leur essence, de leurs moyens. Vraiment, nous avons chez nous tout ce qu'il faut pour nous indigner. Des chômeurs errants, des endettés honteux, des étudiants ignorés, des sans-abri schizophrènes, des sans-papiers harcelés, des intellectuels méprisés, des vieux reclus, des enfants battus, des malades négligés, des suicidaires suicidés. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous indigner, mais comment faire? C'est effrayant, c'est effrayant, c'est effrayant. Nous sommes effrayés, nous sommes pleins de frayeur et nous semons l'effroi. Nous nous effrayons les uns les autres parce que nous avons la mauvaise habitude de nous regarder dans les crocs. Décidément, nous devrions nous limer les dents en signe de bienveillance. Peut-être cesserions-nous alors d'être monstrueux. J'ai posé mes mains sur ma tête et j'ai tourné sur moi-même en disant « Mais que faire? Que faire? Que faire? Que faut-il faire? Et que dois-je faire ?» Puis j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des hommes et des femmes qui se prenaient aussi la tête en tournant sur eux-mêmes et en disant « Mais que faire ?» Devant cet affolement, certains nous comparent à des poules sans tête. Et rien n'est moins vrai, car ce sont nos têtes, lourdes et intranquilles, que nous tenons dans nos mains et qui nous font tourner sur nous-mêmes en titubant et en répétant « Mais que faire? Que faire? Que faire? Que faut-il faire? Que devons-nous faire? Et que faire de nous? Que faire de nous? Que faire de nous ?» Tout va mal, Dieu est mort, le monde est sans pitié, il n'y a plus de saison, la corruption sévit, nos temples sont assiégés par des vendeurs pornographes, on fait des affaires de tout, c'est l'occupation marchande, le bateau est à la dérive, c'est le naufrage certain et nous n'avons pas de gouvernail. Que faire et où aller? Tant que nous vivrons dans une province, nous vivrons sans gouvernail entre les mains, nous vivrons jusqu'à l'étymologie du mot province, jusqu'au cœur de son sens, province, sur une terre vaincue. Province, une terre assujettie, province. Alors que faire et où aller? Il faut pourtant vivre quelque part. En province ou ailleurs, il faut vivre. Il faut bien vivre en son temps et lieu, c'est obligé. Or, nous vivons ici et aujourd'hui. Nous y dormons, nous y mangeons, nous y tâchons, nous y frémissons, nous y faisons des enfants, des emplettes, des voyages, des régimes, nous y prenons des résolutions, des positions, des photos, de la drogue. Nous y cherchons le sens, la grâce, l'amour, l'orgasme, tout ça pour tenter de saisir le jour d'aujourd'hui, tout en regrettant souvent le passé ou en désirant que l'avenir soit tout de suite, car, faut-il l'admettre, aujourd'hui nous désespère. Nous avons souvent soif d'eau qui coule sous les ponts, que le temps passe, qu'il file, qu'il se dépêche de nous rendre morts ou meilleurs. Nous pensons, se pourrait-il qu'un jour, demain, nous regardions aujourd'hui comme une chose étrange et familière, une relique, un souvenir lointain. Aujourd'hui serait alors un objet qu'on puisse soulever, retourner, frotter puis ranger dans une boîte, une chose dont on puisse dire c'est un peu moche, c'est du passé, mais c'est à nous, n'ayons pas honte et regardons franchement. Aujourd'hui, ce sont des années d'égarement, d'indifférence et d'erreur. Aujourd'hui, ce sont des archives, comme nos dessins d'enfants au coup de crayon mal assurés, mal habiles, des dessins ratés qu'on découvre des années plus tard et sur lesquels on pose un regard tantôt dédaigneux, tantôt charitable, parce qu'ils témoignent d'une évolution alors inespérée. Nous serions enfin dégagés d'aujourd'hui. Nous pourrions dire avec certitude qu'aujourd'hui nous aura plongés dans le noir, qu'aujourd'hui aura été cette caverne imaginée par Platon, cette grotte qui fit de nous des êtres enchaînés, sidérés et prisonniers des apparences. À l'heure des bilans, au futur antérieur, nous pourrions dire « aujourd'hui nous aura trompés ». Et l'illusion de son confort aura été parfaite. Nous pourrions dire enfin nous ne sommes plus aujourd'hui, enfin les lendemains peuvent chanter. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous ne pouvons que flairer les prochains surgissements, les futures émergences de la pensée, croire que de nos tristes enlisements rejailliront des idées nouvelles, encore improbables, affranchies de l'ère du temps, et souhaiter que l'histoire donne raison aux sages, aux inspirés, aux rêveurs, aux humbles,
qu'elle nous révèle des héros discrets et des dénouements heureux, qu'elle fasse de nous des êtres libres. Surtout, qu'elle fasse de nous des êtres libres. Merci. Mon nom est Yannick Marcil. Bordua, refus global, 1948. Notre devoir est simple. Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se désolidariser de son esprit utilitaire. Refus de servir, d'être utilisable pour de telles fins. Nous prenons allègrement l'entière responsabilité de demain. Je suis économiste. J'analyse les statistiques pour comprendre les flux de transactions commerciales, l'épargne, l'endettement, le chômage, la productivité, la fabrication de biens et de services. Je suis économiste et j'ai vu cet homme et cette femme plutôt âgés assis sur la chaîne de trottoir pleurant comme des enfants. Ils pleuraient, ils avaient perdu les économies d'une vie en jouant au casino, cette drogue dure qui finance l'État. J'ai vu une petite fille de 8 ans à Chandler brisée pour la vie d'avoir retrouvé son père pendu dans le garage parce qu'il avait perdu sa job. Une job qu'il n'adorait peut-être pas, mais qui lui permettait de rêver à un avenir meilleur pour sa fille. Un avenir qui s'est achevé au bout d'un papier bleu de mise à pied. J'ai vu ce jeune homme de Saint-Sauveur contraint de vendre ses outils de menuisier pour payer son loyer, parce que son état de santé mentale ne rentrait plus dans les petites cases du ministère. J'ai vu une de mes chums à Outremont se saouler la gueule à grande rasade de cynisme parce qu'elle en avait plein son casque de vendre son temps à des plus cyniques qu'elle, comme on a volé une idée à un enfant. Je suis économiste et ces femmes et ces hommes, je les ai vus accepter et subir dans l'enthousiasme les germes de leur malheur et de leur asservissement. Ces hommes et ces femmes, je les ai vus fracasser leurs rêves, leurs idéaux, leurs désirs, à coups de REER, de placements garantis, de formulaires d'évaluation de la performance, de rapports de vente, de lettres de congédiement pour cause de rationalisation, de violence économique. Je suis économiste. J'ai vu derrière les chiffres, derrière les statistiques, la violence économique. J'ai vu le malheur, la faillite de l'espérance, le lien social fracassé sur le mur de l'obligation de performance, de croissance à tout prix et d'appât du gain. Je suis économiste et le monde que j'observe a oublié le sens fondamental de l'économie. Prendre soin de sa maison, des siens, des autres aussi. Le sens du travail, de la production d'objets utiles et beaux, d'échanges véritablement réciproques. La base même de la vie économique a été renvoyée au second plan, isolée, volée par le pouvoir des bien-pensants détenteurs d'un insidieux pouvoir, celui qui s'approprie le monopole de la vérité. De Chibougamau à Baie-d'Urfé, de Coudjouac à Tettermines, de Québec à la baie des Chaleurs, les dictats de la marchandisation, de l'appât du gain et de la consommation à tout crin ont bouffé la créativité, l'empathie, la réalisation de soi, l'élan vers l'autre. Au pays des humains, la démocratie sociale, politique et culturelle a été détruite par l'absence de démocratie économique. Je suis économiste et je rêve d'un peuple qui ne soit pas assujetti à l'économie, un peuple qui construit sa solidarité sur les fondations de ses idéaux sociaux et politiques, qui s'enivre des liens qui les unissent les uns ou l'autre, dans le don à l'autre, celui qui ne réclame pas la récompense des sentiments, qui se fonde sur l'amitié, sur une liberté volontaire contre tout asservissement. Pourtant, au pays des humains, nous voici asservis, esclaves consentants, une armée d'asservis où on ne lutte que pour soi, où on ne lutte plus pour le plus que soi, ce plus que soi auquel on participe pourtant, que nous alimentons tous les jours de notre labeur et de notre consommation pourtant. Je rêve d'une démocratie économique qui soit soumise à la démocratie politique, sociale et communautaire. Je suis économiste et je rêve de libérer notre vie commune du joug asservissant de l'économisme. Je rêve que de Montréal à Gaspé, de Alma à Louisville, de Valleyfield à Sherbrooke, le commerce cède sa place à l'échange de nos idéaux, que l'appât du gain se transforme en recherche du juste, que la production de marchandises soit aussi l'édification de la beauté, que des rapports de force émergent les rapports de faiblesse.
Je rêve d'un Québec qui participe à la vie de la cité par la communion de nos volontés et l'échange de nos pensées, comme l'écrivait la Boétie il y a de ça 500 ans. Par le partage de nos aspirations humanistes, non pas sur la performance, la productivité, l'offre, la demande, les mécanismes impersonnels d'un marché omniprésent. Je suis économiste, mais je n'ai jamais vu une offre, ni une demande, ni un taux de productivité marcher dans la rue. J'ai vu des hommes et j'ai vu des femmes travailler, produire, échanger et commercer. Je rêve d'un commerce agréable entre eux, celui de l'amitié et de la fraternité humaine, d'une démocratie économique. Je suis économiste et j'emmerde les discours plutocrates de mes confrères savates aux pieds des puissants. Je suis économiste et je rêve d'une démocratie économique qui terrasse à mort la putasserie perverse de l'appât du gain, qui anéantissent les pulsions vicieuses qui avilissent les aspirations humaines en besoins marchands. Une démocratie qui remette l'économie à sa place, dans laquelle les citoyens ne se définissent plus par leur performance, leur consommation ostentatoire ni leur soumission à des besoins imposés. Une démocratie qui se manifeste par la souveraineté du travail humain. Une démocratie qui se définisse par ses rapports d'entraide et non par ses rapports de force. Une économie qui valorise le bien et l'utile dans les marchandises qu'elle produit et qu'elle consomme. Une économie qui se fonde sur l'authenticité et la justice. Une économie de l'autre où l'empathie et la réalisation de soi remplacent la performance. Une démocratie économique où la réussite personnelle soit la réussite collective. Une démocratie économique où le « nous » se conjugue au « je ». Je suis économiste et j'ai vu la violence économique travestie et déguisée en vertu de performance et de réussite. Je suis économiste et je rêve que les gens de Montréal, de Maliotenam, de Gatineau, de Rouen, de New Richmond et de la Pocatière réinventent la production et l'échange de marchandises au service de ce que nous avons meilleur en nous, au service d'un vivre ensemble qui nous libère plutôt qu'il nous asservisse. Je suis économiste et je rêve de notre démocratie. Bonjour, je m'appelle Jean-Simon Carrier, je suis un militant syndical du Comité des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec. La démocratie québécoise est atteinte d'un mal sournois qui la ronge de l'intérieur depuis plusieurs années déjà, et ce, à l'insu d'une bonne partie du peuple. C'est un cancer malin, dangereux, dont les principaux effets sont d'abrutir la population, de la rendre inapte à faire les meilleurs choix démocratiques pour assurer son avenir. La maladie s'est étendue dans tout le corps social, d'autant plus facilement qu'elle a pu se développer grâce à l'inaction, pour ne pas dire la complaisance, de nos gouvernements qui ont fermé les yeux sur sa propagation. Aujourd'hui, le mal a gagné une telle force que plusieurs croient qu'il est trop tard pour opérer, pour établir la démocratie québécoise sur le chemin de la guérison. Quel est ce mal pernicieux dont souffre notre démocratie? Il a pour nom concentration de la presse. Une concentration de la presse qui a atteint un niveau au Québec ainsi qu'au Canada, si élevé qu'il va bien au-delà de ce que les autres gouvernements démocratiques autorisent ailleurs en Occident. Voyez le portrait. Au Québec, seulement 2 groupes de presse, GESCA, propriété de la famille Desmarais, et Québécois, dirigé par ce grand ami des travailleurs qu'est Pierre-Carl Péladeau, se partagent presque la totalité du marché des quotidiens francophones, et je ne parle pas des journaux hebdomadaires. Au fil des ans, nos gouvernements ont laissé ces empires faire main basse sur presque tous les médias écrits au Québec, une situation pratiquement sans pareille dans un pays démocratique. En fait, pour trouver l'équivalent, il faut se tourner vers les régimes autoritaires, sinon totalitaires. Comment voulez-vous que la démocratie québécoise se porte bien quand l'information écrite est sous le contrôle de seulement 2 puissants empires de presse? Et comme si ce n'était pas suffisant, nous avons aidé l'empire de presse québécois
grâce à la générosité de notre fonds de retraite, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, à mettre la main sur le plus important réseau de télévision privée au Québec, le groupe TVA. Une pratique de propriété croisée qui, dans ce domaine, aurait été notamment interdite chez nos voisins américains, en France, en Italie, en Australie, en Grande-Bretagne, en Norvège et même en Allemagne. L'Empire mène une guerre tous azimuts contre les services publics et il use de toutes les astuces journalistiques pour la gagner. Reportages biaisés pour convaincre le bon peuple que le Québec est dans le rouge. Sondages douteux à répétition sur la perception de la population quant à la qualité des services publics. Couverture exagérée du moindre raté du système public et ainsi de suite. Par exemple, récemment, alors que 200 000 personnes marchaient dans la rue pour dénoncer la hausse des droits de scolarité, une manifestation d'une ampleur historique, les quotidiens de Québécois faisaient la une avec un sondage maison, laissant plutôt croire que l'appui populaire envers les étudiants s'essoufflait. N'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter lorsqu'un empire de presse est incapable de rapporter les simples faits sans succomber à la tentation de déformer la réalité pour servir ses intérêts idéologiques? Et que dire des crises sociales artificielles qu'une telle puissance médiatique peut créer? Comme nous l'avons vu avec le dossier des accommodements raisonnables. Pendant des mois, les journaux, d'un empire comme ceux de l'autre, ont sombré dans la surenchère démagogique en rapportant jour après jour de supposés cas d'accommodements raisonnables, dont la majorité n'en était pas. En effet, une étude sérieuse réalisée par Maryse Potvin, professeure au département d'éducation et de formation spécialisée à l'UQAM et chercheur au Centre d'études ethniques des universités montréalaises et au Centre Métropolis du Québec, a démontré que plus de 75 % des cas rapportés par les médias comme étant des situations d'accommodement raisonnable n'en étaient tout simplement pas. Aucune société démocratique ne permettrait un tel pouvoir d'influence de l'opinion publique entre les mains de si peu de gens, dont les intérêts financiers sont, la plupart du temps, en conflit avec les intérêts sociaux de la majorité de la population. Finalement, ces puissants empires de presse ne fabriquent pas l'opinion publique uniquement à travers ce qu'ils veulent bien publier, mais également à travers ce qu'ils ne veulent pas publier. Le Français Pierre Lance a écrit « Un journal n'influe pas sur ses lecteurs par ce qu'il imprime, mais par ce qu'il n'imprime pas. » Nos grands propriétaires de la presse écrite l'ont compris depuis longtemps quand on constate le peu d'espace qu'occupent dans leurs journaux les sujets liés à la pauvreté, aux groupes sociaux communautaires et aux revendications des travailleuses et des travailleurs. Récemment, la Centrale des syndicats du Québec a demandé à Influence Communication de mesurer le poids médiatique de l'éducation au Québec. Eh bien, malheureusement, l'éducation, une priorité nationale, occupe une place anémique dans les médias à 0,18 %. Et lorsqu'il est question d'éducation, on parle surtout de détails sensationnalistes. Observant les journaux de son époque, l'écrivain américain Mark Twain faisait remarquer « Si vous ne lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Si vous les lisez, vous êtes mal informé. » Que dirait-il du Québec d'aujourd'hui? Pour conclure, une dernière citation, celle-ci de l'ancien président américain Franklin Delano Roosevelt, qui disait « La liberté dans une démocratie n'est pas assurée si le peuple tolère que la puissance privée grandisse au point qu'elle devienne plus forte que l'État démocratique lui-même. » Est-ce que les Québécois ont été trop tolérants à l'égard des empires de presse qui règnent sur l'opinion publique? La question mérite d'être posée, car il en va de la santé de notre démocratie et de notre capacité, comme peuple, de faire des choix éclairés concernant notre avenir commun, à l'abri du pouvoir d'influence démesuré de quelques individus puissants et riches. Au nom de la Centrale des syndicats du Québec, que je représente, je félicite les organisateurs du Moulin à parole qui nous permettent aujourd'hui de faire un contrepoids aux grands empires médiatiques. Merci.
Je m'appelle Étienne Janotte. Toute cette laideur qui soudainement me traversait comme un fleuve lumineux. Entre Montréal et Saint-Jean, sur Richelieu, je ne savais pas qu'il existait un si beau désert. En autobus, j'ai vu le boulevard Taschereau sur 100 000 ans. À travers la corrosion de ces carrosses d'épicerie tordues, lumière de Mars, printemps des racines retrouvées. Toute cette laideur, elle me pénétrait comme jusqu'au fond des tripes. Infinie beauté de ce gris du dégel, mon pays. Boulevard Tahrir. 19 kilomètres de consommation paisible. Continuité de la grande histoire, foutoir d'affiches sans nom, désert éthique. J'ai pleuré devant ton chaos. J'ai senti la poussière me respirer. Restant de la garnotte hivernale. Garnotte. Je t'embrasserai comme un Irakien son sable. Dune de saleté, mon limon. Printemps boulevard, tu manifestes en moi comme un fleuve fanfaron. Le son de l'autobus comme un gros chameau qui respire. Boulevard Taschereau, je t'ai vu en cunéiforme, abécédaire national, humble bibliothèque de nos destins consommés. C'était la tâche. Merci. Je m'appelle Catherine Lalonde. J'avance. J'entre dans la lumière, étrangère à moi-même, et mon ombre est devant, mon âme déjà derrière. J'avance dans mes âges. Je ne vaux pas mieux que quiconque. Je nous vois égarés sur des terres horizontales d'avoir été domptés. Je nous vois ne plus savoir jouir, ne plus savoir prendre douceur, prendre colère, ni où, ni quand. Je nous vois enracinés dans le pire et avancer en ne sachant pas vivre. Ma tête est faite d'argile, liée à l'eau et la farine. Elle file entre mes doigts et j'avance tant que je suis fragile. Dans mes deux corps, le vent passe. Il change nos cœurs de place, les bardasse, et j'avance par brassées, comme je vis, comme je meurs, spasmée, portée de soubresauts. J'avance avec mon ombre devant et la tienne dedans. J'avance avec mon amour en peau d'oignon. Je suis un multiple, un monde de couches. Je me cherche, je te cherche, je nous cherche, et dehors et dedans. Je suis de paysage plutôt que de parents. J'ai cru que je quittais les miens, mais si j'avance, je vis pour 10. Droit devant, à enclencher ce mouvement de paroles aux tombes parallèles. Et j'avance seule, ensemble. Comme je casse, comme je meurs, en ne sachant pas vivre, j'arrache chacun de mes pas à la pierraille du chemin. J'avance comme je peux, talonnée par la peur. Quand je ne suis plus moi-même, quand je ne t'ouvre qu'un bras, quand je ne m'ouvre qu'en gifle, c'est mon orgueil que j'écrase, c'est ma jeunesse et la neige bleue des bourraches. Mais j'avance. J'avance, je grandis de nous-mêmes, je me nourris de la route, je gonfle, je m'engraisse, je deviens comme nos frères, ces colosses kilométriques, ces dieux jaloux de roc et de granit. Cette terre fut un cap.
trappe, un monstre, une tueuse d'hommes. Maintenant, je me penche aux cailloux pour leur parler d'amour. Seul mal de mémoire dans ce pays jeunot, seules idées de changement. J'avance comme je crie, comme je vis, je résiste. Tête penchée, lèvres gercées, j'avance contrecarré. Le vent du nord monte, il fait son travail de sape. Les branchillons me claquent aux joues, mais j'avance dans mes deux corps. Je marche de mes 1000 cœurs blanchis par les immeubles. Tout bouge et tout est vertigineux. Je suis un monde multiple qui ne se connaît pas et je rêve d'ajouter ton trouble à mon trouble, ta peur à ma peur et ta bête à ma bête. Je reste fixé sur cette falaise qui marque au loin la fin. J'avance jusqu'à la pointe de la tente. Le monde aussi carré que nos cœurs, le monde derrière n'existe pas, sinon en chute libre. Au bout, j'avance encore. Encore un pas de trop. Je tombe. Je tombe parmi tant d'autres, ensemble. Dans le cassé de la débâcle, entre les glaces, l'automne, le temps se tord. Je plonge dans ce désordre, cette libération. Je cherche une parole qui ferait saillie, qui ferait pays. Les mots, une avancée comme les lèvres au baiser. Les courants me mixent, me hachent, m'emportent au cauchemar. Et la peur, cette dernière terre à ouvrir, souffle comme une bête à mon cou. Nous aurons tous le même âge, le même temps. Sauf ceux qui, morts déjà, nous acculent à l'amour. Et je vire dans le vide épixis avec de vieilles idées comme boussole. Je m'abîme dans ta main à regarder des miroiteries. Des miroiteries que je n'échangerai jamais contre mes vieux rêves. J'ai beau savoir, j'avance encore. Encore un pas de trop. Sur nos cœurs si carrés que tout au bout le monde tombe. J'ai beau savoir, j'avance encore un pas de trop sur nos cœurs si carrés que tout au bout le monde tombe, enfin. Bonsoir, nous tous et nous toutes. Mon nom est Danielle Casara, militante tout d'abord et secrétaire générale du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Au nom de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, et de ses syndicats affiliés, je nous transmets le message suivant. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, syndiqués ou non syndiqués, salariés ou sans emploi, intellectuels, artistes, étudiants ou retraités, d'ici ou d'ailleurs. Nous sommes animés ici d'un même esprit, d'un même espoir, d'une même volonté, d'une même énergie, côte à côte dans cet événement qui nous rassemble dans la défense de ce que nous avons de plus précieux, la liberté et la démocratie. Vous savez, le Monument national qui nous accueille aujourd'hui est l'un des plus anciens foyers communautaires et culturels montréalais. Il est le premier édifice qui a célébré le Québec comme nation d'expression française. C'est ici que se sont amorcées de nombreuses luttes, dont celle, et pas la moindre, qui a mené à l'obtention du droit de vote de nous, les femmes. Grâce à nous, en fait, grâce à la solidarité de la société québécoise de différentes époques, le Monument national a traversé les rudes années de crise. Il a survécu aux menaces répétées de démolition et il s'érige toujours en centre culturel diffuseur de création et de pensée libre. Le Conseil régional que je dirige a le même âge que le Monument national. En fait, on a fêté nos 125 ans l'an passé. Ensemble, nous avons vécu, connu,
et traversé la révolution industrielle. Nous avons contribué au développement social, économique et culturel de Montréal. Nous avons soutenu à force de conviction et chacun à notre manière l'éducation populaire de plusieurs générations de travailleurs et travailleuses. En tant que syndicaliste, j'aimerais dire que plus que jamais, il nous faut ensemble veiller au grain. Nous avons là, devant nous, les Harper, Charest et compagnie, qui sans relâche manipulent leur pic de démolisseurs de droits culturels et linguistiques, mais aussi des droits d'association, de négociation et de grève, des droits démocratiques du peuple que nous sommes. Nous leur répondons qu'ils ne réussiront jamais à nous arracher les valeurs qui sont les nôtres, ni l'esprit qui nous habite, ni la couleur qui teinte nos actions. Nous nous distinguerons encore et toujours de ceux pour qui les mots « liberté »,« démocratie » ne veulent rien dire et qui, tel un rouleau compresseur, veulent écraser les traces que nous avons laissées sur notre passage du 19e siècle à aujourd'hui. Nous leur lançons « Entendez-nous bien ». Ces traces sont indélébiles et guident déjà les pas des générations futures. Notre liberté, nous la rendrons visible par la force de la parole, des choix et des gestes des milliers et des millions d'hommes et de femmes qui font ce pays. Nous la révélerons par la force tranquille du nombre et de la mobilisation, par les combats quotidiens que nous mènerons en alliance et qui nous permettront de cesser de nous faire imposer les choix que d'autres font pour nous. Nous serons libres en décidant notre avenir. Nous serons libres en définissant, à partir de nos colères multiples, mais éclatées au grand jour, un monde qui nous rassemble et nous ressemble. En terminant, j'aimerais dédier à tous les étudiants et à toutes les étudiantes du Québec cet extrait de « Veiller, ne plus veiller », rédigé en 1976 par le poète et militant syndical Michel Van Scandel, disparu en 2005, mais toujours chantre de la liberté. Je vous parle d'un pays proche, le vôtre, cependant si lointain. Un pays où les grèves imposées sont la pluie dans le brouillard. Mais la pluie le transperce et la vue n'est levée que d'un manteau de cordes. Ce pays, ce brouillard, ce bazar, ce coutis à la trame givrée. Nous apprenons, vous et moi, à y voir plus clair, à pas de grève. La grève fait l'enfoui du coquillage et le met au jour, lumière de sable à piquener. Le coquillage, la nacre, l'algue, pays d'une grève, la grève, une autre grève. La trace des pas s'y voit aussi. Bon printemps. Merci. Bonjour, je m'appelle Dominique Daigneault, je suis secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. La démocratie est une valeur fondamentale de notre société québécoise. Cette affirmation paraît simple au premier abord, mais elle est en fait comme une goutte d'eau qui, lorsqu'on l'observe au microscope, révèle un univers bien plus complexe, inaccessible à l'œil nu. Et comme l'eau est essentielle à la vie, la démocratie l'est à la liberté. La démocratie est imparfaite. Elle évolue au gré de celles et de ceux qui la revendiquent. Et donc, si elle est imparfaite, c'est qu'elle est perfectible. Ainsi, le régime politique institué par le peuple grec, dont les bases servent de référence depuis plus de 2000 ans à toute société dite démocratique, excluait les femmes et les esclaves. Au fil de l'histoire, la voix des uns n'a pas toujours eu le même poids que celle des autres.
la possibilité de participer pleinement aux choix qui orientent la destinée des nations a souvent été le fruit d'importantes luttes populaires. Les Canadiens français en savent quelque chose, eux qui ont dû lutter ferme pour le contrôle de leurs institutions démocratiques. Par ailleurs, les Québécoises ont dû se coltailler avec les élites canadiennes françaises et l'Église pour récupérer leur droit de vote. Ai-je dit récupérer? Et oui, puisque l'acte constitutionnel de 1791 consacrait la qualité d'électeur à certains propriétaires sans spécifier le sexe, les femmes qui satisfaisaient les exigences pouvaient voter, et ce jusqu'en 1849, où l'on corrigea cette erreur historique. En 1940, les Québécoises sont les dernières Canadiennes à obtenir enfin le droit de vote. Pour leur part, les peuples autochtones ont dû attendre jusqu'en 1960 pour pouvoir voter aux élections fédérales sans perdre leur statut. Et comme ce fut le cas pour les femmes, le Québec fut la dernière province à leur accorder le droit de vote en 1968. On pourrait croire que les peuples dont on a bafoué les droits démocratiques reconnaissent d'emblée la légitimité de ceux des autres, mais l'histoire nous enseigne que les choses ne sont pas toujours si simples. La démocratie exige une conscience assumée de son identité, ainsi qu'une confiance en soi à la fois sociale et politique, car elle oblige à reconnaître l'autre et à lui reconnaître les mêmes droits qu'à soi. La démocratie ne se résume pas au droit de vote. Ce dernier est une condition nécessaire mais non suffisante. Le mode de scrutin, soit la manière d'exercer son droit de vote, est une autre des conditions importantes. Ainsi, un scrutin proportionnel permet une meilleure représentativité de l'ensemble des points de vue que l'on retrouve dans la société. Mais ensuite, comment les personnes censées nous représenter se comportent-elles une fois élues? Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Harper multiplie les attaques contre les institutions démocratiques, les droits et libertés. Pour n'en nommer que quelques-unes, rappelons qu'il a abusé de son pouvoir de prorogation pour éviter de répondre aux allégations de torture sur des prisonniers afghans transférés aux autorités afghanes par les forces armées canadiennes. Ces nominations partisanes ont jeté l'institution parlementaire droits et démocratie dans une crise profonde jusqu'à son anéantissement. Il a coupé le financement des groupes de femmes pour leurs activités de défense des droits. Il a aboli le registre des armes à feu sans permettre au Québec d'en préserver les données. Il a investi 1 milliard de dollars pour réprimer les manifestations d'opposition publique au G20 il y a 2 ans à Toronto. Cette opération de répression a donné lieu à la plus grande arrestation de masse, sans compter toutes celles, plus de 900 personnes ayant été arrêtées, sans compter toutes celles qui ont été intimidées, interrogées ou fouillées, tout simplement parce qu'elles prenaient des photos ou qu'elles exprimaient leur opinion. Car la démocratie a ses ennemis. Et certains ne sont pas toujours faciles à identifier, car bon nombre d'entre eux fricotent avec le pouvoir et se présentent comme ceux qui savent ce qui est bon pour le peuple. Non seulement ils savent ce qui est bon pour le peuple, mais ils s'arrogent le pouvoir d'imposer leur volonté parce qu'ils en ont les moyens. Depuis les années 90, les lobbies représentant les intérêts patronaux ont connu une croissance fulgurante. Depuis les 4 dernières années, ceux-ci ont augmenté de 900 %. Bonjour le pouvoir d'influence à sens unique. La mondialisation néolibérale et les stratégies déployées par les transnationales qui s'en nourrissent renforcent l'éloignement des peuples des lieux de décision. Par exemple, les négociations en lien avec l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne se mènent dans le plus grand secret avec le milieu des affaires, sans que les autres composants de la société civile ne soient informés ou consultés, alors que de grands pans de nos acquis sociaux, comme nos services publics, sont au cœur des enjeux. Pour les riches et les puissants, l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt de l'argent, leur intérêt. C'est le « eux » plutôt que le « nous ». C'est l'oligarchie. Ce vers quoi nous glissons, ou vers quoi nous avons glissé, peut-être, devrais-je dire. Comme le dit si bien Hervé Kempf dans L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie, l'oligarchie, ce n'est pas la dictature, c'est le gouvernement par le petit nombre des puissants. Entre eux, ils discutent, réfléchissent, s'opposent, rivalisent. Ils font démocratie, mais entre eux, sans le peuple.
Et quand la décision est prise, elle s'impose, même si l'on y mettra les formes en habillant avec un art consommé la procédure électorale et la discussion publique. Kempf rapporte une citation de Warren Buffett, ce milliardaire qui dénonçait le fait qu'il payait moins d'impôts que sa secrétaire, qui affirme au sujet de la lutte des classes « Il y a une lutte des classes, tout à fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la guerre et nous la gagnons. Nous devons y remédier le plus rapidement possible. » Je disais tout à l'heure que la démocratie est imparfaite et donc perfectible. Elle est aussi vulnérable et exige d'être défendue avec passion, avec confiance, avec constance. Comme militante, comme femme, comme syndicaliste, je crois profondément que nous avons deux grands devoirs pour faire vivre la démocratie: dire et entendre. La prise de parole est primordiale à cet égard. Il faut énoncer, affirmer, débattre, dénoncer, revendiquer, lutter, comme le fait actuellement le mouvement étudiant de manière si inspirante. Mais pour que la parole soit porteuse de sens, pour que l'on sache quoi énoncer, affirmer, débattre, dénoncer, revendiquer et lutter, il faut entendre. Madame Beauchamp, entendez-vous? Aimé Césaire, poète martiniquais et un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude, disait « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. » Prendre la parole sur la place publique, certes, mais aussi autour de nous, dans nos mouvements, nos milieux de travail, nos familles. La démocratie doit être un mode de vie, un espace à habiter, à partager, qui nous permet de vivre librement dans nos collectivités, d'être pleinement ce à quoi nous aspirons, d'être nous. Je m'appelle Georges Leroux. Et moi, je vais être Socrate. Nous allons vous lire une variation sur la République de Platon. Convient-il de les faire taire, Socrate? Sans doute, Thrasymach. Mais qui faut-il faire taire? Les orateurs ou le peuple? N'est-il pas, mon cher, éprouvant d'avoir à écouter tous ces gens, surtout lorsque le peuple se presse nombreux pour siéger dans les assemblées politiques, dans les tribunaux, dans les théâtres, dans les camps militaires et à tout autre rassemblement ou regroupement de la population, et qu'il blâme ou qu'il loue ce qui se dit, ce qui se fait, tout cela dans un grand vacarme où il dépasse visiblement les bornes, dans un sens comme dans l'autre, en hurlant, en applaudissant, tandis que les rochers, avoisinant le lieu où ils se trouvent, leur renvoient l'écho du tumulte de leurs huées et de leurs éloges. Tu veux donc faire taire le peuple, et peut-être tu as raison. Il vaut mieux qu'ils écoutent en silence et sans intervenir. On les manipulera facilement. Mais ceux qui parlent dans les haut-parleurs valent-ils mieux? Ne faudrait-il pas plutôt faire taire ceux qui disposent du pouvoir de la tribune? Socrate, la question rend perplexe. Comment l'entends-tu? Pour quelle raison? Mais ne sais-tu pas ce que ces gens de tribune mettent de l'avant dans leur action quand ils échouent à persuader par la parole? Ne sais-tu pas qu'ils châtient par la dégradation civique, par l'exil, par la confiscation des biens et même par la mort celui qu'ils ne parviennent pas à convaincre? Mais bien sûr que je le sais. Ils sont liés à ceux qu'ils représentent. Mais ne faut-il pas mettre un terme à la turbulence populaire? S'ils croient juste de réclamer que tous leurs désirs soient satisfaits
et qu'ils appellent cela liberté. Ne sont-ils pas dans l'erreur? Ne faut-il pas leur rappeler leurs limites et surtout leurs devoirs? Ce n'est pas certain. Tous ces particuliers qui se font payer pour monter sur la tribune et haranguer les autres, ceux que ces gens-là justement appellent communicateurs, n'enseignent pas d'autre doctrine que celle-là même qu'adopte la population lorsqu'elle se réunit en assemblée. La meilleure manière de faire taire le peuple, n'est-ce pas pour eux, après tout, de répéter ce qu'il veut entendre? Ces gens ressemblent en cela à quelqu'un qui, dans le but de nourrir un animal, grand et fort, s'instruirait d'abord de ses instincts et de ses appétits, de la manière de l'approcher et de le toucher, des moments où il est de contact difficile et des moments où il est plus doux, et des raisons qui le rendent ainsi, des sons de voix qui, dans telles circonstances, le font pousser tel ou tel cri, et des sons qui l'adoucissent ou l'irritent. Après avoir appris tout cela, après avoir partagé l'existence de l'animal et consacré beaucoup de temps à l'observer, notre homme donne le nom d'art de la communication à son expérience. Il la systématise pour en faire un métier à l'intention des gens de pouvoir et se met à l'enseigner sans connaître véritablement dans cette doctrine comme dans ses comportements instinctifs ce qui est beau ou laid, bien ou mal, juste ou injuste. Il utilise tous ces termes selon ce qu'il veut faire croire au gros animal. Il appelle bonnes les choses qui lui font plaisir, mauvaises celles qui l'irritent, incapable par ailleurs de donner quelques fondements de raison à tous ses jugements. Au nom de Zeus, pareil énergumène ne te semblerait-il pas un individu bien étrange? Je pense bien, Socrate. Et alors, vois-tu quelque différence entre cet homme et celui qui conçoit l'art politique comme une manipulation perverse de l'instinct et des plaisirs d'une multitude hétéroclite réunis en assemblée et qui se croit capable de juger de politique? Si tu es d'accord avec moi, ne faudrait-il pas plutôt enlever le bâillon de la multitude et la laisser accéder à la tribune? Au moins, nous entendrions ce qu'elle pense, si c'est possible. Mais Socrate, ce serait courir le risque terrible du chaos, de la violence, et cela, nous ne le voulons pas. Mais ce risque n'est-il pas moins dangereux que le pouvoir des tribuns et des communicateurs? Tout dépend, mon cher Socrate, de ce que nous acceptons de dire et de ne pas dire. Par exemple, nous pouvons aisément les convaincre qu'ils sont frères et égaux. Ne trouvons-nous pas dans nos grands récits l'affirmation que nous provenons tous de la même terre? Mais nous savons bien que ce n'est pas vrai. Le dire est très dangereux. Il faudrait mieux rappeler le grand discours d'Hésiode. N'y a-t-il pas en effet plus à attendre de la distinction des races d'or, d'argent et de bronze? Chacun comprendra où est sa place. Si la race d'or affirme s'y connaître en marché et en métaux, la race d'argent se soumettra et imposera sa loi à la race de bronze. Ainsi donc, Socrate, nous aurons la paix et c'en sera fini du tumulte. Je te l'accorde, mais c'est un mensonge. Oui, certes, Socrate. Mais le mensonge n'est-il pas nécessaire? Et le mensonge politique n'est-il pas le plus noble de tous? Puisqu'il protège chacun du désordre et des mouvements de la rue. Faisons une pause, Thrasymach. Tu es comme la torpille et je ne sais plus quoi penser. Alors sortons. Maintenant, c'est à mon tour en solo. Merci, Georges. Un court poème pour ma grand-mère et tous les morts à venir qui nous sont aussi. Les mondes succèdent aux mondes. Peuple ancien, peuple épuisé, déjà accompli les gestes, déjà clos les yeux. Village vidé, peuplé d'ombres moulinantes, rangs de fantômes, fermes offertes au ciel muet. J'irai jeter les cadavres de ma vie
sur le seuil des chapelles vides, Saint-Pierre-les-Béquettes, Saint-Agapit, Saint-Denis de Kamouraska. Pays éteint au cou dégrafé, dans la poussière des routes, quand on ferme les yeux en passant, on oublie. Votre voix tremblait et le fleuve n'a pas rendu le son des clameurs. Le fleuve, en son devenir immobile, a passé, a passé. L'esturgeon ne viendra plus au sommet des marées et l'anguille s'est dissoute dans vos mains trop lentes. Comme tout est vieux et comme notre sang est faible. Race antique, race épuisée, corps jeté contre la boiteau ou gisant sur les perrons d'église, la perle bleue du temps ne respire plus entre vos dents. Soir contrit des villes de province, vertige des rivières tonnantes. Sur les montagnes, il y a des croix comme des fanons mortuaires et des villages comme des dés, trouant la nuit de leur angoisse solaire. Le paysage dit l'histoire des morts, vie des pierres et vie passée, et une envie de disparaître quand le cirque noir des collines se referme sur Kamouraska. Les îles du fleuve, fausses promesses, et les étoiles au ciel, bagues sur la faux d'oubli, mains refermées, prêtes à frapper. À quoi rêviez-vous? À quoi pensiez-vous? Quelle faible Floride lestait vos cœurs? Corps chuchotant, corps anémiés, corps disparus, l'heure patient des eaux contre les roches et le silence fauve de la campagne, les échines pliées sur un horizon indéchiffrable, le soc qui dessine ses mauvais sourires, peuple stupéfié, captif de ses propres mots, chair honteusement sertie par des écrins glacés dont les colères rouges glissent comme des larmes sur le visement des truchements rêvés, avec ces mafias du Joal embusqués dans les ruelles limoneuses, ces empêchements de tout acabit, ces prisons d'aubes brunes et ces midis comme des clous de limon dans l'écrasante chaleur de la défaite. Claire matinée et crépuscule sont étrangement rejoints maintenant. Le temps raccourci tient ses proies. C'est midi ou minuit. C'est le moment de choisir. Là où est le plus grand danger, croit le salut. Merci. Vox, la télé qui vous rassemble autour de nous. Le samedi 23 juin, à minuit, l'intégrale de Nous, un marathon de la parole de 12 heures. Brigitte Jean-Sébastien Pigeon, Alexis Martin, Dominique Champagne, Denise Boucher, Loco, de la Chaudière, Martin Rion, Jean Barbard, Gérard Larose, Paul Baillargeon, Lorraine Patal. Revivez l'événement citoyen unique. Vox, la télé qui vous rassemble autour de nous.